Hello à tous et bienvenue sur le podcast Tweep, ta série audio pour vivre 1000 aventures avec ton chien. 2 lundis par mois, je reçois un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Aujourd'hui, Baptiste nous partage son expérience du ski joring. Le ski a toujours fait partie de sa vie et c'était même son métier. Et oui, Baptiste détient un beau palmarès, notamment en ski de fond. Et maintenant qu'il a arrêté la compète en solo, il partage ce sport avec ses 2 chiens, Juno et Loki. Il s'est même donné pour mission de démocratiser cette pratique, notamment avec la Fédération des sports et loisirs canins. Je te souhaite une excellente écoute. Hello Baptiste, bienvenue sur le podcast Tweep. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui avec moi. Comment vas-tu ? Je vais super bien. En tout cas, je suis hyper content d'être là et puis pour pouvoir vous partager un petit peu mon expérience et parler un petit peu de ski joring. Et je suis sûre que ça va être trop intéressant. Enfin, en tout cas, moi, ça m'intéresse clairement. Je viens juste de m'installer à la montagne et à la neige. Et du coup, j'aimerais trop savoir, tu vois, comment s'y prendre, comment commencer toutes les activités qu'on peut faire avec son chien. Mais avant ça, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Je m'appelle Baptiste Gros. Moi, je suis ancien athlète de haut niveau en ski de fond. J'ai fait quasiment 10 années de ma vie en équipe de France. J'ai fait les Jeux Olympiques 2 fois, j'ai fait du podium en Coupe du Monde, voilà. Donc j'ai un gros palmarès sportif, c'est un peu, c'est l'essentiel de ma vie. Et maintenant, je suis, on peut dire ça, papa de papa de 2 chiens et d'un chat, avec Loki qui est un berger australien border collie croisé, donc une pile électrique, voilà, qui va avoir 4 ans tout vite. Et Juno, ski sibérienne, qui a 3 ans. Et puis on a Minette, la doyenne de la famille, donc qui est un chat qu'on a récupéré, voilà, dans des circonstances un peu malheureuses, mais qui est très bien avec nous et qui doit avoir à peu près 10 ans, mais on sait pas trop d'où elle vient, on sait pas trop son histoire, etc. Mais voilà, elle fait partie de la famille aussi. Elle a sa petite place dans la meute. Elle a sa petite place dans la meute. C'est un chien-chat. Elle vient en balade avec nous. Ouais, donc elle a entièrement sa place dans la meute. Et j'allais dire, j'allais compléter un petit peu parce que voilà, le passé, l'aspect athlète, c'est derrière moi, c'est le passé, et maintenant, je suis entraîneur, coach, toujours dans le milieu du ski de fond. Donc pour ceux qui savent pas, c'est le biathlon mais sans la carabine, et en fait, je m'investis de plus en plus dans le ski joring parce que j'ai découvert cette discipline. Au moment où j'ai terminé ma carrière, et j'ai eu la chance d'aller faire quelques compétitions intéressantes, dont les championnats du monde en ski joring. Donc c'est vraiment le ski de fond tracté avec un chien, ou 2 chiens d'ailleurs. Et aujourd'hui, je m'investis un petit peu plus dans la fédération qui gère ce sport pour essayer de le promouvoir, le développer, parce que c'est une discipline qui est magnifique et qui mérite d'être mise en avant. Génial. Si je comprends bien, donc tu as adopté tes chiens une fois que tu as, entre guillemets, fini ta carrière ? Non, un petit peu avant. Bon, c'était plus la fin que le début, et on a eu notre premier chien pendant le Covid, Loki, et Juno après, mais oui, c'était quand même déjà bien la fin. Je savais que j'allais moins partir de la maison, etc. Parce que une carrière de sportif, forcément, il y a énormément de déplacements, et avoir un chien et devoir se déplacer, le laisser à la maison, c'est pas du tout quelque chose de facile. En tout cas, moi, c'était un petit brisqueur à chaque fois sur la fin. Et évidemment, j'ai ma compagne à la maison qui, elle, en plus télétravaille, etc. Donc voilà, ils ont jamais été laissés tout seuls. Et non, c'est que le ski joring, j'ai découvert ça parce que j'en faisais un petit peu avec Loki, vu que je skiais forcément. Je me suis mis sans trop savoir ce que c'était, et c'est on est venu me chercher en disant mais attends, tu fais ça, nous ça nous intéresse, il y a des compétitions, etc. Est-ce que tu serais tenté d'essayer? Ok, mais donc quand t'as adopté tes chiens, tu connaissais pas forcément cet univers encore ? Non, pas du tout. On a pris des chiens parce que on kiffait plein de choses avec les chiens. Alors moi, j'ai vécu avec un chien il y a très très longtemps. J'étais tout gamin, j'en ai presque aucun souvenir. Ma conjointe, Clara, elle avait pas vécu avec des chiens non plus. Et en fait, par contre, on a toujours aimé les chiens les deux, et on avait plein de choses. On se dit, on va partager énormément de choses, on va pouvoir kiffer avec eux. Et du coup, on a pris des chiens sans trop réfléchir aux activités, à tout le reste, quoi. Juste, on sait qu'on bougeait beaucoup, on a un mode de vie, on est quand même souvent dehors, et on se disait que ça collait plutôt bien. Ouais, donc vous y êtes juste dit, ça serait trop cool d'avoir un chien, et puis on verra au fil de l'eau ce qu'on fait avec eux, quoi. Ouais, c'était ça. Ouais, il y avait pas du tout un truc, on prend un chien parce que ça. Et d'ailleurs, quand on a repris un deuxième chien, il y avait plein de raisons qui nous poussaient. Pareil, c'était un bon mix de tout, et on s'était dit, go. Ouais, ça serait bien d'en avoir un deuxième. En vrai, un, c'est cool. En plus, les deux, ils s'amuseront ensemble, tout. Ça va être trop bien. Et puis voilà. Ouais. Qu'est-ce qui On est parti. qu'est-ce qui vous a poussé à en prendre un deuxième, du coup?
Bah, je pense on partageait beaucoup de choses avec Loki, etc. Et après, on sentait aussi que ben, lui, il y a de l'interaction énormément. En plus, l'aspect border berge australien, il a énormément d'interaction avec les humains. Enfin, c'est impressionnant. Enfin, je pense que c'est des races qui ont une connexion qui est dingue. Mais on disait que bah même lui, je sais pas, il a besoin d'avoir un copain à quatre pattes aussi pour profiter, pour Carrément. kiffer. Après, on n'avait pas on n'a pas les limites. Bah voilà, on a un grand jardin, j'allais dire. C'est pas vraiment une bonne chose de dire ça comme ça, mais on a un grand jardin dans le sens où on habite dans une station de ski où les trois quarts du temps il y a personne. On est entouré de champs et de forêts, etc. et d'espace. Donc voilà, je sais pas, notre mode de vie collait au chien et voilà, on a vu que ça plaisait au premier, on s'est dit que ça plairait au deuxième. Tu m'étonnes trop bien. Et justement, pour revenir un petit peu sur le ski, enfin, je trouve ça super intéressant du fait que t'aies commencé tout seul et que maintenant tu pratiques avec tes chiens. Tu pratiques avec les deux? Ouais, avec les deux. Pas de la même manière, mais avec les deux, ouais. Ok, trop bien. Bah, j'aimerais trop que tu puisses nous expliquer tout ça. Mais déjà, pour toi, c'est quoi la plus grosse différence entre faire du ski et faire du ski avec son chien? Ah, il y a plusieurs points de vue. Bah, d'un point de vue compétiteur, enfin moi quand je fais du ski, jusqu'à maintenant le ski c'était un entraînement. Donc je partais, j'avais une séance à faire, c'était des heures de ski, il fallait un échauffement, un truc, etc. Et c'était très construit. Et voilà, je devais faire 2 heures et quart d'entraînement le matin. J'allais skier 2 heures et quart. Je pensais à ma technique, j'allais faire de l'intensité, de la vitesse, des choses comme ça. En fait, le chien il s'en fout de ça. Lui, il veut juste cavaler et partager. Donc bah finalement, alors il faut quand même un échauffement pour le chien, etc. Mais aujourd'hui, ben c'est juste en ski joring, c'est vraiment une histoire de binôme. On n'est plus tout seul. On peut pas forcer son chien à courir s'il a pas envie. On peut pas forcer son chien, faut pas le forcer s'il est fatigué. En fait, il faut être à l'écoute. Et c'est vraiment un partage parce que du coup, en fait, faut accepter des fois d'en faire moins et il faut accepter des fois d'en faire plus. Quoi. On suit un peu l'envie de son chien et du coup, c'est vraiment quelque chose qui est partagé. Et la grosse différence, c'est que, bah, comme je disais, moi, je me suis entraîné des années de ma vie. Et finalement, bah, à la fin, il y a certaines lassitudes, etc. C'était mon job. Alors ça peut énerver peut-être des gens de dire, bah moi, je vivais en extérieur, j'allais faire 3, 4, 5 heures de sport par jour à l'extérieur. Mais il y a un moment, j'avais pas envie de sortir, j'avais envie de me poser, etc. Et je devais me bouger pour y aller, quoi. Et en fait, je trouve que quand on y va avec un chien, on n'a jamais pas envie. C'est les chiens, enfin moi en tout cas, les miens, ils ont tellement d'enthousiasme. Lucky, c'est un truc impressionnant. Et je trouve, bah, du coup, ça met tout le temps du baume au cœur. On a tout le temps envie d'y aller, on a tout le temps envie de kiffer avec lui, quoi. Donc ouais, il y a cet aspect-là. Et après, bah il y a forcément sur les aspects techniques, etc. Ce qui avec son chien, c'est aussi s'adapter à l'allure de son chien. C'est-à-dire qu'on bah, il y a des chiens typés compétition, des Greysters, des Horoun, des races qui sont vraiment faites pour cavaler, etc. Et du coup, bah forcément, avec eux, on va tout le temps à bloc, quasiment. Et puis, en fait, du ski joring, on pourrait le faire avec un corgi. Il y en a qui font ça en Norvège, ça se fait à bloc. Les gens, ils skient énormément avec leurs chiens. Et en fait, bah, il y a une longe, il n'y a pas vraiment de traction. Le chien est pas forcément devant à tracter à fond, mais en fait, les gens les suivent, s'adaptent à leur rythme, et c'est cool, quoi. C'est vraiment ça la différence, c'est qu'on s'adapte au binôme et puis on partage ensemble. Et il faut que absolument que ce soit un plaisir pour les deux. En tout cas, pour le chien, encore plus important, parce que nous, on est capable de faire la part des choses, mais le chien, s'il se fait pas plaisir, faut pas faire. C'est tout. En ski joring, t'es nécessairement tracté, enfin relié à ton chien? Ouais. Alors, t'es relié à ton chien, mais c'est vraiment un équipement particulier. Quasiment tout, en fait, tous les sports tractés, que ce soit ski joring, canicross, bike joring, euh, tout se fait avec un équipement spécifique parce que, bah, évidemment, il y a une question de sécurité, il y a une question de respect du chien. Donc, le harnais est spécifique, c'est un harnais long de traction. Donc, c'est des harnais qui doivent être complètement adaptés au chien. C'est les mêmes harnais qu'on utilise en canicross ou ils sont différents? Ouais, c'est les mêmes harnais, ouais. Globalement, c'est les mêmes. Après, il peut y avoir des petites différences pour certains. Il y a des harnais pour la pulka aussi, c'est une discipline un peu particulière où le chien va tracter une luge qui doit faire, j'ai plus 25% de son poids, et nous, on est relié à la luge. En gros, ouais, c'est les disciplines C'est en comme du chien de Scandinavie. traîneau un C'est peu? c'est un peu comme du chien de traîneau, mais ça se fait à un ou deux chiens normalement à la pulka. Et du coup, forcément, derrière le harnais, il y a une attache. Enfin, le harnais est un peu spécifique à la Puka, mais c'est un harnais de traction long aussi, mais avec je sais pas comment ça s'appelle, un arceau et un écarteur, en gros, pour que
comme le chien, pour pas que Parce que dans traction la basse, traction, ouais, j'imagine. la traction basse, voilà, il faut pas que ça vienne appuyer sur les cuisses du chien ou le gêner au niveau du dos. Trop bien, je connaissais pas cette pratique. Il y a ça, ouais. Après, dans l'équipement, le plus important, il y a une longe qui est la même. Donc, c'est des longes qui sont homologuées. Ça veut dire qu'on peut pas prendre un bout de corde. On va pas prendre le bout de corde d'escalade en se disant je vais me faire tracter par mon chien parce que bah c'est pas agréable pour soi, mais c'est encore moins agréable par le chien. Faut se rendre compte que lui, la force qui est exercée, elle va le tirer, elle va être répartie par le harnais si le harnais est bon, mais ça reste qu'il y a des à-coups. Et du coup, on a une longe qui a une certaine élasticité, donc qui est quand même développée pour ça, qui doit faire 2,80 m en extension. Ça veut dire que quand le chien tracte, il s'éloigne de nous, il peut pas trop s'éloigner non plus, comme ça on garde la maîtrise. Mais par contre, quand il y a pas de traction, on n'a pas les spatules qui viennent, le bout des skis, pardon, qui viennent toucher les pattes du chien, quoi. Ce serait hyper dangereux, c'est n'importe quoi. Et on a un baudrier, après spécifique pour la traction, avec ce qu'on appelle un largueur. Donc c'est un petit système où avec une cordelette, c'est une sécurité. Quand on tire dessus, ça lâche la longe et le chien peut partir tout seul. Et ça, c'est Ok. spécifique au Par ski exemple, si tu joring. tombes, Ouais, si tu tombes, si en course ça peut arriver, il y a des courses, on double quelqu'un, les chiens se croisent, les longes se croisent, on détache et on se réattache après. Il y a des choses comme ça. Après, le largueur, je pense qu'il est là parce qu'il y a des règlements. Mais globalement, quand on tombe, notre chien, même un chien de 30-35 kilos, normalement, s'il est pas bête, ça va le ralentir parce que l'attraction est répartie sur la longe qui est élastique. Donc ça va mettre un à-coup, mais qui est assez doux, qui va être tamponné par la longe et il va juste s'arrêter. Normalement, il va pas nous tracter sur 150 mètres comme quand on s'accroche au téléski. C'est pas trop ça. Et ça, ouais, ça c'est l'équipement spécifique de base pour l'humain et le chien. Et après, il y a d'autres spécificités au niveau des skis, évidemment. Où en fait, le ski joring, ça se pratique avec des skis de fond, des skis de fond type skating. Normalement, on peut le faire aussi en alternatif. Pour ceux qui connaissent, les skis classiques, c'est dans les rails, ce qu'on appelle à l'ancienne. On met les skis vraiment dans l'axe. C'est les skis qui sont un peu plus longs avec des spatules pointues. Mais voilà, l'avantage c'est qu'en ski de fond, que ce soit skating ou classique, les spatules sont en plastique, c'est souple et voilà, même si ça venait à toucher une patte d'un chien, ça va pas lui couper la patte, il y a pas de quart tranchant, c'est que du plastique. Voilà, et du coup, à ne pas faire, c'est utiliser des skis alpins ou des skis de rando, enfin skis d'alpinisme pour faire du ski joring. Voilà, on peut avoir, il y a des pistes d'alpins, je crois, qui autorisent les chiens à certains endroits. On va pas faire tracter son chien, on va juste l'avoir en longe très loin de nous pour pas prendre de risques. Et voilà, c'est plus la même discipline du tout. Ok. J'ai une tonne de questions, mais là déjà la première qui me vient par rapport à ce que tu viens de dire, au niveau des pistes, les pistes de ski de fond, c'est pas les mêmes que les pistes que tu as en station? Les pistes de ski de fond, non. La piste de ski de fond, déjà c'est qu'une dameuse de large. Donc ça va faire 3 à 4 mètres de large. Donc voilà, c'est pas le même espace, c'est pas les boulevards comme en alpin qui vont faire 20 à 30 mètres de large. Et globalement, c'est des profils de pistes qui sont vallonnés, donc avec du plat, de la montée, de la descente, on peut y trouver tout, des virages et souvent voilà, ça va épouser un peu le relief de l'endroit où on est, donc c'est des pistes qui sont même s'il y a des difficultés comme en ski alpin, on va trouver les vertes, les bleues, les rouges, les noirs. Voilà, ça reste une piste de ski de fond, c'est un endroit où on fait de l'effort, quoi. C'est comme si on allait courir dans la nature, prendre n'importe quel chemin de randonnée, ça monte, ça descend, c'est exactement la même chose. Et voilà. Par contre, c'est une piste damée, évidemment, avec la neige est compactée pour qu'on puisse skier dessus, avec des skis qui sont beaucoup plus étroits. Faut savoir que les skis de fond, on a quand même le talon détaché, ça fait 4 cm 5 de large, généralement c'est très léger, c'est très souple, il n'y a pas de quart, donc il faut aller chercher l'appui tout seul. Enfin, c'est autre chose que le ski alpin. Est-ce que c'est un peu un mix entre le ski de rando et le ski alpin? Je m'y Euh, connais pas du tout, hein, donc désolée pour les c'est questions encore, ah ultra non, non, débutantes. pas de souci. Mais c'est très bien, c'est très très bien. Non, c'est encore différent parce en ski de randonnée, on a vraiment des skis alpins allégés avec un talon détachable pour la montée et rattachable pour la descente. Là, on a vraiment une fixation en plastique toute bête avec, en gros, en dessous des orteils dans notre chaussure, on a une barre en métal. Cette barre en métal, elle est maintenue au ski. Et un flexor, ce qu'on appelle un petit tampon, qui fait que quand on lève le pied, le ski
il reste à plat sous la chaussure. Il va pas se pencher. Il va pas tomber en arrière en gros. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, c'est surtout de savoir que en fait le ski, il y a très peu de maintien entre le ski et la chaussure. Le ski est très léger, très maniable. Par contre, c'est hyper léger, hyper maniable. Euh, mais c'est très étroit aussi. Donc il n'y a pas Ok. de Mais portance, ce on qui peut est pas aller en plus intéressant en grosse. termes de pratique, c'est que tu peux monter, descendre et faire du plat, quoi. Ouais, tu peux monter, descendre, aller vite, te dépenser. C'est un sport qui utilise tout le corps. Le ski de fond, c'est un sport incroyable parce que c'est vraiment. On dit que c'est un des sports qui nécessite le plus de VO2 max au monde. Donc en gros, c'est très 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 cardio. Ça demande des qualités d'endurance énormes, mais ça demande Ouais, on peut aussi le de voir un peu sur l'agilité. tes vidéos, ouais. Ouais, bah il y a vraiment tout. Moi, j'ai adoré ce sport. En fait, j'ai toujours fait énormément de sport, mais quand j'étais gamin, j'ai fait plein de clubs différents, etc. J'ai adoré ce sport parce qu'en fait, on se dépense, on est dans la nature, c'est calme, on peut aller très vite, très très vite. Il y a plus de 80 km/h sur certaines pistes en compétition, en descente, donc ça envoie. Bon, je conseille pas à tout le monde de faire ça au début, mais et puis il y a de l'agilité, il y a énormément de techniques, on se rend pas compte. Il y a une dimension avec le matériel qui est hyper intéressante parce que le matériel, on dirait pas comme ça, mais c'est très complexe. Il y a plein de choses à savoir, le fartage, les semelles ont de l'influence. Il y a beaucoup beaucoup de choses. Les bâtons, tout, on se propulse aussi avec le haut du corps et en fait on utilise tout notre corps. Donc ça fait bosser musculairement. Pour le c'est le sport par excellence pour le préparer le summer body, tu vois, c'est un peu ça. Je pense qu'il y a pas mieux. Je pense que dans le milieu du ski de fond, c'est vrai que Faut juste éviter les grosses raclettes et les grosses fondues juste après. ouais, c'est ça. Bah non, mais ça permet d'en manger aussi, c'est l'avantage. Mais en fait c'est une discipline qui est extra et en fait par contre elle met un peu de temps à maîtriser, mais une fois qu'on la maîtrise et qu'on veut aller faire avec son chien, elle est trop bien parce qu'on peut la partager. Et peut-être contrairement au ski de randonnée, bah voilà, quand on est en ski alpinisme en hors piste, voilà, il faut une grosse connaissance de la montagne parce que il y a les risques d'avalanche, etc. Pour le chien, c'est dangereux quand on passe sur certains massifs montagneux, on se rend pas compte quand c'est tout blanc. Il suffit qu'il y ait des lapias, des gouffres, des trucs comme ça. Le chien, il est pas équipé avec un DVA, on va pas le chercher. Et c'est voilà, c'est une ode, c'est autre chose. Ça veut pas dire qu'on peut pas le faire. En ski alpin, bah, le problème c'est que si on monte, même en Suisse, les stations qui l'autorisent, ou aux États-Unis, ça se fait beaucoup. On le monte, on fait que de la descente et la descente c'est aussi traumatisant pour les épaules du chien. Enfin, il y a quand même un gros impact. Et finalement, le ski de fond, c'est comme on est se promener, on est en vélo et il nous suit quoi. Donc ouais, ça c'est vraiment extra. Si des personnes qui nous écoutent aimeraient commencer ce sport, tu vois, que ce soit, enfin, tout niveau confondu. Imaginons moi, je veux commencer ce sport avec Floki. Quel conseil tu me donnerais? Alors pour toi, d'abord, je conseille sur l'humain, il faut que tu apprennes à skier seul. Le plus important, c'est vraiment ça. On peut pas, en fait, en ski de fond, mais globalement en ski en général, la neige c'est vraiment un milieu à part. On glisse. Il faut un peu de connaissance du matériel, puis il faut une technique de base. Elle est pas innée parce que voilà, c'est pas comme la marche à pied. Mais en fait, on doit apprendre à glisser parce que le ski c'est pas une histoire d'équilibre, c'est une histoire de déséquilibre. En ski, si on veut avancer, il faut être en déséquilibre. Ça veut dire il faut maîtriser son mouvement alors que en dessous de nous, on a sous les skis, on a du vent, ça, on pousse et ça s'échappe sans arrêt. Et le ski de fond, c'est encore pire que le ski alpin parce on n'a pas un matériel qui accroche bien à la neige, on a rien du tout. Donc le premier truc pour moi, c'est de prendre des cours. Les écoles de ski après orientent très bien s'il faut attaquer en alternatif ou en skating. Quand on a l'habitude un peu du ski alpin, généralement on peut attaquer direct en skating. Si on n'a jamais glissé de sa vie, on connaît pas la neige, on va se rapprocher et faire de l'alternative parce que c'est plus proche de la marche. On apprend à glisser, on apprend à contrôler. Et en fait, une fois qu'on est autonome, qu'on sait monter, descendre, qu'on sait freiner surtout, freiner et s'arrêter parce que faut pouvoir s'arrêter dans toutes les conditions. Ensuite, là, on peut y aller avec son chien sur des pistes plates, les plus accessibles possibles, sur des pistes qui sont autorisées aussi. Ça, je pense, on y reviendra. Mais voilà, c'est vraiment, faut faire dans l'ordre. D'abord soi, et en attendant, si on veut préparer son chien,
Le chien, faut qu'il ait la connaissance de la neige. Qu'est-ce que c'est la neige? Si un chien qui a jamais vu la neige, il a besoin de le découvrir. Il a besoin de s'adapter au froid, les pattes. S'il a les pattes sensibles, etc., va falloir lui apprendre à marcher avec des chaussettes, des petites protections pour les pattes. Il va falloir l'habituer au bruit du ski. C'est-à-dire que si vous le promenez à côté des pistes de ski de fond, c'est une très bonne chose. Vous l'emmenez et il faut qu'il voit des gens skier. Il faut qu'il entende le bruit sur la neige parce que les skis sur la neige un peu glacée, ça dérape. Un chien qui a jamais connu la neige, il va pas comprendre. Il a besoin de nouveaux repères. Et si on commence nous on maîtrise bien le ski, notre chien a jamais vu la neige, on commence, on fait un dérapage derrière lui sur la neige un peu glacée, le chien il va paniquer. Enfin, il entend un bruit derrière lui. Déjà, faut qu'il soit devant, etc. Mais ça c'est encore autre chose. Et du coup, ouais, c'est déjà amener la neige, lui présenter la neige, lui présenter les skis, les bâtons, etc. Qu'il voit un peu ce qui se passe quand quelqu'un skie. Et ensuite, j'aurais tendance à dire, si un chien a jamais fait de sport tracté, c'est pas la meilleure occasion de commencer sur les skis de fond, parce que C'est ce que j'allais te demander, ouais. c'est très très encombrant. Des skis de fond, ça fait quasiment 1,80 m de long pour une femme, pour un gars, enfin voilà, des tailles standards, ça va être du 1,92 m, les tailles de ski. Donc c'est immense. Les bâtons, ils font en skating, ils font 90% de notre taille quasiment. Donc c'est très grand aussi, c'est hyper encombrant. Et finalement, le chien, ne connaissant pas l'attraction, va déjà découvrir un nouvel environnement, plus l'humain qui découvre le nouvel environnement. Il vaut mieux avoir démarré en cani-rando, en canicross avant, appris l'attraction. Si votre chien connaît l'attraction, il va se mettre devant, il va savoir quoi faire. Et après, en fait, pour apprendre un chien à découvrir le ski touring, c'est le laisser cavaler, entretenir l'attraction. Il faut qu'il sente qu'il y ait toujours une résistance dans le dos. Poser les bâtons au début, ça sert à rien de les avoir parce que c'est juste encombrant. Il faut pouvoir tenir la longe. Et après, voilà, c'est garder ses distances par rapport à son chien et y aller très très progressivement, que ce soit fun. Tracter, l'emmener les premières fois, le faire tracter. S'il tracte bien, le faire tracter 1 minute et après le relâcher, félicitations, le féliciter, etc. Recommencer 1 minute, faire ça 2-3 fois et terminer. Et petit à petit, aller de plus en plus. Voilà, c'est vraiment, faut de la patience, faut le temps que le chien s'adapte. Et comme ça laisse le temps aussi de checker à chaque fois les pattes. Après une session, le soir, on regarde si les pattes vont bien. On regarde si le harnais, s'il n'a pas l'habitude de l'attraction, si le harnais lui fait pas mal, s'il faut pas changer de harnais, l'adapter, etc. Il y a beaucoup de choses comme ça. En fait, ça demande énormément de patience. Tu disais un peu plus tôt que tu skiais pas de la même façon avec tes 2 chiens. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qui peut changer d'un chien à un autre et tu vois quels sont les points d'attention qu'on peut avoir et comment modifier un peu sa pratique en fonction de son duo? Ouais, alors comme je disais, j'ai un berger australien border collie, donc qui est un chien qui est extrêmement explosif, qui adore quand ça va vite. Il a toujours été comme ça dans le caractère et qui est Loki, c'est si on fait le moindre jeu, la moindre chose, il va me fixer et il va toujours me regarder, etc. Donc lui, ce qui a été très compliqué au début, c'est lui apprendre à regarder devant et à aller devant. Voilà, je suis attelé, je regarde où je vais, il va me regarder sur le départ et après il va tourner la tête et aller devant. Et donc bon, ça c'est déjà un travail spécifique parce qu'il faut se faire aider de quelqu'un pour qu'il y ait un peu de chasse, voilà, que lui ils sont en train de poursuivre quelqu'un et qu'il n'ait pas son attention sur moi. Une fois qu'il a enregistré l'attraction, etc., il y a d'autres choses, c'est que Loki, lui, il adore quand ça descend. Il va aller être devant en montée, il va tracter en montée sur les plats, etc. Mais il veut que ça aille vite en fait. Et je sais que si je veux entretenir l'aspect fun pour lui, je vais pas lui faire une sortie de 2 heures ultra longue, etc. Je vais chercher, voilà, on va faire un échauffement à côté, on va prendre le temps de marcher en laisse, qui sniffe, etc. Forcément. Et après, quand je suis attelé avec lui, on va partir pour 20-30 minutes et il faut que ça gaze, quoi. Parce que c'est ce qu'il kiffe aussi, c'est ce qui entretient sa motivation. Je vais faire des changements de direction. Des fois, bon, après c'est moi, ça faut pas faire tout le monde forcément pareil, mais des fois, je vais lui faire un peu des jeux d'attention. Je vais lui dire demi-tour et je sais que voilà, moi, après, je maîtrise très très bien mes skis. Hein. Je suis voilà, depuis que je marche, je suis sur des skis. On n'en doute pas. Je vais faire un demi-tour et en fait, on va vraiment s'arrêter en même temps. Il va repartir de l'autre côté parce que je stimule son attention. En fait, je sais que si c'est très long, pendant longtemps, par exemple, on est en Norvège, pendant 10 minutes, il se passe rien, c'est tout plat, dans la forêt, tout droit, lui, au bout d'un moment, il va se lasser. Il s'ennuie, ouais.
Ouais, Mm. et j'ai besoin de l'entretenir, j'ai besoin de voilà de jouer, et j'ai besoin pour lui, lui a besoin que ça aille vite, pardon. Et on a Juno, husky sibérien. Il faut savoir que alors on pense que les huskies sont les sports sont les chiens de sport tractés par excellence. Le nordique c'est Oui, vraiment justement, je me demandais si le deuxième chien que ouais. tu avais pris était un husky pour cette raison ou pas du tout. Et ben pas du tout. Et bah si, on a pris un chien, on voulait qu'il soit à peu près le même gabarit que Loki, et on voulait un chien qui voilà, qui soit endurant aussi, qu'on puisse emmener partout. Mais un Bien husky, sûr. Qui c'est une espèce. correspondent à votre mode de vie. Ouais, c'est ça. Mais par contre, pour le sport tracté, par exemple, votre husky, pour ceux qui ont des huskies sibériens, la plupart du temps, les huskies, ils vivent à l'économie. C'est des chiens très très intelligents. C'est des chiens qui survivent en tractant des traîneaux dans le nord. Voilà, faut qu'ils survivent des dizaines de kilomètres, des dizaines et des dizaines de kilomètres. Et un husky va très 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 rarement se mettre à bloc. Il va être à 70% de ses capacités. Et du coup, c'est, je sais pas, 15, 16 kilomètres heure pour nous. Bah, Juno, ça sert à rien de la pousser au-delà. Ça va pas lui plaire. Donc c'est de la balade. Enfin, en ski de fond, 15-16 km heure, ça peut être de la balade. Mais en VTT, pareil. Ben voilà, si on est sur un chemin plat, on va tranquille et voilà. Il y a des descentes, elle a envie de jouer un petit peu plus, mais on va jamais la forcer à aller à bloc. Et par excellence, par exemple, Juno ne sera jamais une chienne qui va faire de la compétition en ski touring et s'éclater là-dedans. Par contre, on peut partir 2 heures, 2 heures. On va faire de la marche glissée avec les skis. On va vraiment aller à 2 à l'heure. Et elle va être devant, elle va tracter, museau au vent, en train de sniffer en même temps. Ça va être la plus heureuse en rentrant. Voilà, c'est juste une pratique totalement différente. Et je pense que c'est bien de connaître un peu son chien. De toute façon, il faut un chien qui ait aussi un certain âge. Ça, je l'ai pas dit, mais c'est très important. Votre chien, normalement, quand il tracte, il doit. On peut apprendre la traction à un chien qui a 1 an, bientôt 1 an, mais on va lui apprendre. Ça veut dire qu'il va pas tracter, il va pas bosser, il va pas se créer une musculature en tractant. C'est à partir d'1 an et demi où on commence à bosser un petit peu plus sérieusement. Donc on connaît déjà un peu le tempérament de ton chien à ce moment-là normalement. Ouais. Ouais, et puis au-delà de l'attraction, même juste le fait de faire de si longs efforts, etc., c'est pareil, ça s'adapte et ça se fait pas tout de suite non plus. Ouais, c'est tout se fait progressivement. En fait, il faut réfléchir. On peut faire de la transposition à l'humain. Aujourd'hui, vous faites jamais de sport, mais jamais, jamais, et du jour au lendemain, vous décidez d'aller courir un marathon. Votre corps, il vous remerciera pas. Si vous allez au bout, alors félicitations, mais par contre, votre corps, il vous remerciera pas et vous aurez mal aux genoux, vous aurez mal au dos, enfin bref, et peut-être vous allez avoir une pathologie après ça. Un chien, c'est pareil. Un chien, du jour au lendemain, il fait pas de sport, etc., et vous le faites tracter contre résistance. Ben non, ça va pas marcher. Il faut le temps qu'il se muscle. On voit les chiens qui tractent, qui ont l'habitude de tracter, ils ont le dos qui est musclé. En fait, ils ont un dos qui s'élargit un petit peu et pareil, il faut le temps qu'il apprenne à faire la foulée. Et vous, faut le temps d'apprendre à vous caler au rythme de votre chien. Donc ça prend du temps, ça prend de la patience comme tout. Par contre, ça en vaut vraiment la peine parce que, enfin, moi je trouve j'adore, c'est l'éclate, c'est vraiment du plaisir. Enfin, c'est du bonheur partagé, quoi. Ouais. Bah, les retours que j'ai eu à chaque fois, j'ai l'impression entre que ça soit le cani VTT, le cani cross, etc., c'est vraiment une espèce de fusion du duo et il faut vraiment que l'un soit à l'écoute de l'autre pour que ça marche, quoi. Ouais, bah c'est ça. C'est à vous d'écouter les limites de votre chien, à vous de savoir quand il faut y aller, à vous de savoir quand il faut aussi ralentir. Un chien qui se met d'un coup à sniffer, à regarder à droite à gauche, à bâiller pendant qu'il tracte, etc. Enfin, bah ouais, il est en train de de remettre en cause l'activité qu'il fait. Il s'éclate peut-être pas forcément, quoi. Et et ben tant pis, faut faut laisser là et puis y aller un petit peu plus longtemps. Et en fait, après, la plupart des chiens, ils aiment courir, ils aiment se dépenser, ils aiment partager des choses avec leur humain. Et c'est normalement, voilà, il y a beaucoup beaucoup de chances pour que ça se passe très bien, quoi. Et si vous avez un tout petit chien, etc., bah juste adapter, voilà, vous allez pas faire une sortie à fond, enfin 200 à l'heure avec un tout petit chien qui a pas les pattes et pas la musculature pour, quoi. Ouais. On prend un petit sac à dos pour le reposer après. Et exactement, ça se fait. Bah ouais, mais ça c'est trop bien. Ou alors, moi j'ai appris, si vous avez un chiot, j'ai appris à Loki depuis qu'il est chiot, je le faisais monter sur mes épaules et je le garde sur mes épaules. Et en fait maintenant, je sais que même quand je suis en VTT, qu'il est fatigué, etc., je peux le mettre sur mes épaules et avoir les 2 mains sur le guidon.
et il est comme un sac à patates, et il bouge pas. Et c'est Et il hyper. arrive à se retenir. Ouais, bah, ça fait vraiment. De toute façon, il a les pattes, il est en transversal sur les épaules. Enfin, il est dans la ligne d'épaule et il a les pattes de chaque côté. Ça fait un cale-nuque. Bon, ça fait un peu mal à la nuque, mais ouais, ça peut dépanner. Et en ski, pareil. Du coup, je peux le prendre un peu sur les épaules de temps en temps. Ou Ok, le sac trop à dos. chouette. Un sac à dos, c'est très bien. C'est peut-être encore mieux. Trop chouette. Du coup, maintenant qu'on sait comment se mettre à cette pratique, mais comment on sait où est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'il y a plus de pistes de ski de fond accessibles aux chiens que de ski alpin, par exemple? Alors en France, c'est toujours pareil. En France, il y a peu d'endroits en ski alpin. Je sais pas le nombre de pistes qui sont autorisées. Après, je sais que si vous allez faire du ski de randonnée, du ski alpinisme, pardon, et que vous redescendez sur une piste d'alpin, tant qu'elle est pas bondée, normalement personne vous dira rien. C'est assez large, vous restez sur le bord. Si votre chien vous écoute bien, il y a jamais trop de soucis. En ski de fond, c'est plus délicat parce que les stations, il y a quelques stations qui vont autoriser des créneaux sur les pistes de ski de fond. C'est vraiment sur des moments de la journée, etc. Donc, nous, c'est un peu le rôle, voilà, j'allais dire, maintenant je fais partie de la commission Parfaite neige transition. de. Pardon, ouais, faut que je le place. Je fais partie d'une commission neige de la FFSLC, la Fédération française de sport et loisirs canins, qui met en avant la compétition et les loisirs dans les sports tractés. Notre but, nous, c'est que justement les stations commencent à autoriser plus de pistes pour le ski touring et que les gens puissent accéder à cette pratique plus facilement. Et aussi, ben forcément, il y a une contrepartie, c'est que les gens, il y a un certain nombre de règles à respecter. Donc, pour répondre à ta question, globalement, toutes les stations qui ont des pistes qu'ils appellent multi-activités, vont autoriser la pratique du ski touring. Par contre, c'est des pistes où il va y avoir des piétons, des gens en luge, il va y avoir beaucoup de monde. Et du coup, forcément, ça demande d'y aller en dehors des périodes d'affluence. Parce que quand on skie, on va déjà vite, on prend de la place. Quand on skie avec un chien, c'est encore accentué. Voilà, certaines autres stations autorisent le ski avec les chiens sur des créneaux bien définis. Des fois, il faut signer des chartes de bonne pratique, etc. Voilà. Et normalement, alors ça va sortir bientôt. On est en train de se bouger. On va avoir une carte interactive sur le site de la FFSLC. Donc, ou sinon vous tapez juste FSLC. Je suis désolé, c'est un peu long. Normalement, il y aura une carte interactive avec tous les endroits où vous pouvez skier et les conditions. Voilà, s'il y a Trop des bien. horaires spécifiques, etc. Donc ça, c'est mis en œuvre. Mais d'ailleurs, voilà, faudrait que ça apparaisse sur Twip et qu'on se bouge pour les Carrément. référencer, tout ça. Mais c'est en cours. En fait, on a créé la commission l'hiver dernier et voilà, on essaye de se bouger. Après, c'est que sur du bénévolat, donc forcément, ça met un peu plus de temps parce qu'on a tous des métiers à côté. Mais voilà, on espère que ce sera accessible et j'allais dire, vous avez les pistes pour les mushers. Il y a quelques exceptions sur les pistes où des fois c'est musher et ski touring, espace partagé. Donc c'est des pistes où on peut aller. Par contre, il faut savoir que les mushers, donc les traîneaux, font un peu de dégâts sur les pistes et que globalement, il faut être plutôt bon skieur et avoir une bonne maîtrise de son chien parce que quand on a un attelage de 10 chiens qui arrivent et qu'il faut soit s'écarter ou qu'il faut les doubler parce que des fois ils vont moins vite que nous, voilà, faut être sûr de soi et c'est sûr pour débuter, il vaut mieux aller sur une piste, une voie blanche, une piste multi-activité et profiter. Voilà, un espace plat, un espace facile pour commencer. Toi, actuellement, en France, où est-ce que tu vas? Alors moi j'habite à La Fécla, on a la chance là-haut, c'est ce que donc c'est une petite station familiale à 1300 mètres d'altitude au milieu de la Savoie et quand on a assez de neige, on a plusieurs secteurs. Donc pareil, c'est sur des pistes multi-activités. Donc il y a voilà, il y a un partage d'espace. Donc ça s'appelle le plateau sud. On a un espace qui s'appelle Glaise aussi. Et on arrive à avoir des dizaines de kilomètres, enfin un petit peu moins, mais ouais. Et on a un espace aussi ski joring accessible, ski joring musher. Voilà, où voilà, faut y aller quand on connaît bien. Mais on arrive à avoir quand même pas mal de kilomètres pour skier avec les chiens. Après, forcément, il y a certaines stations qui ont une tolérance et c'est des choses qui sont totalement officieuses. Donc
Donc, faut très bien connaître la station. Il y a des stations qui ont une certaine tolérance. Voilà, quand on sait que la neige est bien compacte le matin et que les chiens vont pas créer de dégâts spécialement. Les chiens, en gros, font pas spécialement plus de dégâts qu'un skieur. Un chien, c'est quand même assez léger. L'appui, il est réparti sur 4 pattes. Quand nous, on pousse sur nos bâtons, on va mettre 40 kilos de pression sur des petits paniers qui font la taille d'une patte de chien, et forcément, on crée plus de dégâts à ce moment-là. En tout cas, c'est pas vraiment du dégât, c'est juste du passage sur la piste. Mais voilà, c'est important de savoir qu'on peut aller potentiellement, certaines stations vont tolérer qu'on y aille avant les horaires d'ouverture, mais c'est que si on a une bonne connaissance du milieu, que la neige est dure, qu'on va pas abîmer l'espace pour les autres. Et dans tous les cas, peu importe la piste, faut ramasser les crottes, se comporter Évidemment. voilà, de manière exemplaire, faire attention, prévenir quand on double, parce que les gens peuvent être très surpris qu'on double avec un chien attelé. Il y a beaucoup de choses comme ça, mais c'est du bon sens, en fait. J'ai envie de dire, c'est pas des règlements très très compliqués, hein. De toute façon, c'est comme tout, quoi. On fait du VTT, on va doubler des piétons, on prévient à l'avance, chacun s'écarte, on passe, et puis voilà. Tout se passe bien. Du coup, tu m'avais dit que votre rôle au sein de cette fédération, c'était aussi d'aider les stations, j'imagine, à devenir aussi peut-être plus dog-friendly. C'est bien ça? Ouais. Si jamais il y a une station qui nous écoute aujourd'hui, quel intérêt ils y trouveraient, tu vois, à accepter les chiens? Et pourquoi c'est pas si compliqué que ça, finalement, d'autoriser de ce genre d'activité? Ouais, j'allais répondre à ta question en disant, en fait, qu'est-ce qu'ils ont à perdre à autoriser les chiens? Non, en fait, globalement en station. Alors, je vais prendre l'exemple de la FECLA. Aujourd'hui, la FECLA, tous les restaurateurs, tous les gens, enfin, je connais énormément de gens qui ont des chiens. Faut savoir que c'est une station qui est, je sais pas si on peut dire que c'est une station dog friendly, mais en tout cas l'espace est assez marrant parce que vous allez à la FECLA, vous aimez pas les chiens, ne venez pas à la FECLA. Vous allez avoir des chiens en libre de partout. Les chiens sont vraiment en libre de partout. Les chiens font leur promenade, ils se connaissent tous entre eux. Trop bien, Ça se faut qu'on passe. vienne visiter ça. Ah ouais, mais ça se passe tellement bien. En fait, c'est hyper facile. Le seul moment où c'est plus compliqué, c'est en février, quand les gens qui arrivent ont l'habitude d'avoir des chiens en laisse, etc. On va entendre un peu râler, mais c'est tellement limité. Et en fait, ça se passe hyper bien. Je prends l'exemple des plages, la Gréou, plage à Seignos, dans le sud-ouest. C'est la plage des chiens. Tous les chiens sont libres. Ça se passe super bien. C'est facile. Enfin, c'est vraiment des trucs où en fait, c'est pas le chien, c'est pas le problème. C'est l'humain qui est derrière, quoi. Et aujourd'hui, il y a toute une clientèle. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des vannes, qui achètent des camping-cars, etc. parce qu'ils veulent partir avec leur chien, ils veulent profiter. Et c'est des gens, s'ils avaient accès à des logements pour leurs chiens, etc. Peut-être ils consommeraient dans les stations. Et ça crée aussi un produit aussi, je pense, qui est intéressant pour les gens qui font de la location. Et pour ce qui est des pistes, comme je disais, un chien, ça fait pas de dégâts sur les pistes. Et tant que les gens ont une bonne maîtrise de leur ski et une bonne maîtrise de leur chien, en fait, il n'y a pas vraiment de problème, quoi. Ou alors, voilà, en cas de forte affluence, je déconseille d'y aller avec un chien. Mais je parlais de la Norvège tout à l'heure. Faut savoir qu'en Norvège, toutes les pistes de ski sont autorisées aux chiens. Toutes, 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 toutes. Et c'est le paradis. C'est trop bien. Tu vas en Norvège, un dimanche, il fait beau, plateau d'Afjell. Bon, il y a des centaines et des centaines de kilomètres de pistes. Ça, c'est un fait. Ça aide à diluer le monde. Mais sur les départs, autour des parkings, etc., il y a plein de monde. Et tu pars avec tes chiens. Tout le monde est souriant. Ça se passe trop bien. En vrai, c'est incroyable. Et tout le monde, et justement, c'est là-bas qu'on voyait des Yorkshire, des bichons, des corgis, attelés qui tractent un petit peu, ou des fois, même les chiens les laissent un petit peu sans forcément être tout le temps attelés, tout le temps en laisse. Du coup, les chiens, pour eux, c'est royal, quoi. Ils vivent. Et en T'as fait, vraiment vu un Yorkshire tracté? il y a tout. Il y a de tout. C'est Mais non. impressionnant. Ah, ils tractaient pas. Mais il y a tout. Ils ont beaucoup des chiens un peu type chasse, espagnols et tout aussi. Mais c'est Disneyland pour les chiens. Puis en fait, ça se passe hyper bien. Les gens sont hyper souriants. Et on a beaucoup de choses aussi en France. On a des horaires de damage, etc. Donc le soir, à partir de 17h, station fermée, il y a la dameuse qui passe. Voilà, c'est interdit de skier avant ou après le damage. En Norvège, les dameuses, elles circulent tout le temps dans la journée. Et on a une application pour suivre en live où c'est damé, etc. Et si le dameur, il arrive derrière vous, il vous double, vous le laissez passer et vous skiez derrière. Et si vous dégommez un peu tout, vous faites des traces, c'est pas grave en fait. Ça sera redamé le lendemain. Enfin, c'est très détendu à ce niveau-là. Et moi je trouve que faut s'en inspirer.
avec forcément des réserves, parce que nous, on a des espaces de ski qui sont plus limités, on n'a pas des centaines et des centaines de kilomètres. Mais en fait, bah, autoriser une piste ou deux aux chiens, enfin, aux gens qui skient avec leurs chiens, je veux dire, pour moi, ça mange pas de pain, et que les skieurs qui ont pas l'habitude croisent des gens attelés avec des chiens, finalement, enfin, si, tant que il y a pas de collision, tant que tout le monde maîtrise ses skis, il y a aucun problème. Moi, je suis un peu, bah, peut-être que c'est utopiste, mais en fait, je suis persuadé que si on autorisait les chiens sur les pistes et que les gens avaient juste le bon sens d'apprendre à skier avant d'y aller avec leur chien et d'apprendre à leur chien à se comporter correctement sur une piste, bah, en fait, feu, enfin, ça poserait aucun souci. Ça serait même, je pense, que ça serait même un chouette partage, quoi. Ouais, bah je ne peux que être d'accord avec ce que tu racontes. Et effectivement, si il y a si on voit déjà d'autres endroits qui mettent tout ça en place, c'est que c'est faisable. Donc pourquoi pas s'en inspirer. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous faites avec cette fédération, mis à part essayer de faire connaître les endroits qui autorisent les sports de traction avec ces chiens? Ouais, alors bah forcément, on essaye de développer. Il y a un aspect compétition aussi. Alors, en tant qu'ancien compétiteur, je suis persuadé qu'une partie de la promotion d'un sport passe en avant par la compétition, et aussi parce que avoir de la compétition dans un sport, ça permet à des gens de s'investir à 100% dedans et du coup de développer des choses. Ce qui est un peu moins le cas dans le loisir. Enfin, c'est ma vision. Alors c'est peut-être pas partagé pour tout. En tout cas, enfin dans la commission, nous on aimerait que, bah voilà, il y a déjà des compétitions qui sont mises en place. On aimerait qu'il y en ait un petit peu plus pour que aussi il y ait des gens qui puissent, bah déjà. Évoluer là-dedans, se faire plaisir avec leurs chiens. Il y a des gens en mettre un dossard, et les chiens ils adorent s'arracher aussi. Ils adorent cet aspect compétition, la confrontation, courir à côté d'autres chiens, rattraper du monde, etc. Donc voilà, eux au moins se font plaisir là-dedans. Et pareil, l'avantage d'une compétition, c'est que ça a de la visibilité. Quand vous faites une compétition un week-end sur des pistes et qu'il y a des marcheurs autour, ils vont voir des gens skier avec leurs chiens, et potentiellement eux ils ont un chien, ils vont se dire mais ça nous attire, ça peut être cool. Et pareil pour les marques, pour développer du matériel. C'est hyper important, bah, développer un bon harnais de traction pour un chien qui soit confortable et qui lui fasse pas de mal. Bah forcément, quelqu'un qui va aller faire tracter son chien 2 fois, 3 fois dans l'année, euh, va pas avoir grand-chose à tirer en termes d'informations et de tests produits, on va dire ça comme ça. Quelqu'un qui a 2, 3 chiens différents qui tractent, qui vont être entraînés plusieurs fois par semaine, etc. Lui, il est à même de faire des retours et faire évoluer un produit qui va bénéficier aux chiens de loisirs ensuite, qui aura un harnais plus confortable, plus adapté, réglable, j'en sais rien, avec des évolutions, des innovations. Et c'est un aspect du coup hyper important. Et nous, il y a cet aspect-là de développer, mettre en avant la compétition. Il y a aussi que, en fait, on a donc la fédération, la FFSLC est devenue fédération délégataire. Donc le ministère, en gros, donne euh, des nouveaux droits et des nouveaux devoirs à une fédération. Donc, une fédération, c'est une association loi 1901. Donc c'est comme un club, etc. Sauf que le ministère appuie derrière en disant bon bah vous avez l'obligation d'emmener une équipe, de représenter la France au niveau international. Et il y a des championnats du monde. Je disais tout à l'heure, j'ai attaqué le ski joring et un an après, j'étais au championnat du monde de ski joring. Oui, Et tu en dis fait, ancien compétiteur, mais en soi, t'en es toujours un. maintenant j'en suis un, mais plus pour enfin pas pour la performance en gros, parce que je vais courir avec Loki qui est pas du tout fait pour l'attraction à la base, alors qu'il y a des chiens qui génétiquement ont des croisements qui vont les avantager. Ouais, mais On c'est va les rigolo, tu vois, j'ai confronter fait un épisode sur le Cani VTT aussi, et Ouais, elle a il me semble que c'est un border collie aussi, enfin pas du tout ouais, un chien type braque ou quoi que ce soit, et pour autant son chien s'éclate à faire aussi de la compétition, etc. Donc comme quoi, c'est pas uniquement dans la race, quoi. ouais. Mais ça, pour moi, c'est hyper important. Et puis, enfin, d'aller kiffer. Et puis après, bah, si on fait une belle course, on est content. Enfin, moi, je suis content. Lui, il se fout, il a juste couru, il est content dans tous les cas. Mais voilà, et si on fait une mauvaise course, bon, on a fait une mauvaise course. En fait, c'est pas grave. Je veux dire, moi, c'est juste, j'ai fait du très haut niveau. J'ai joué à des moments pour, bah voilà, j'allais en compétition au niveau Coupe du Monde pour gagner. Et des fois, je faisais cinquième et j'étais dégoûté d'avoir fait cinquième Hmm. sur une Coupe du Monde. Ouais, la vision est pas Et la c'est même. des niveaux de pression. Je veux dire, c'était ma vie entière là-dedans, H24 et 365 jours par an.
Là aujourd'hui, je veux dire, je vais faire du sport avec Loki qui tracte bien, qui tracte mal. Ben, je vais pas lui en vouloir parce que ce jour-là, il était fatigué ou enfin, je vais pas préparer un événement spécifique. Mais je pense que c'est un peu important et c'est ça qui est bien parce que même moi dans mon entourage maintenant, je me suis fait beaucoup de connaissances et d'amis dans le milieu du chien. Et je trouve ce qui est intéressant, c'est que même des gens qui vont prendre des croisements, des gens qui vont partir en Norvège, faire des championnats, s'entraîner à bloc, etc. Ils ont toujours le truc de dire, bah, en fait, ouais, bah, si ça marche, tant mieux, puis si ça marche pas, tant pis, c'est pas grave. Enfin, il y a, il y a, C'était une il y a expérience. quand même, après, ouais, voilà, c'est le partage et normalement, la plupart des gens sont assez sains avec ça et ils cautionnent que, bah, voilà, ils se préparent, mais c'est pas, la performance, c'est pas la valeur numéro un. Comme tu dis, c'est le partage en premier. Alors que quand tu fais du haut niveau pour toi, en sport de haut niveau, la valeur numéro un, généralement, c'est la performance. On se fait pas plaisir si on n'est pas performant, quoi. Ok. Bah, justement, je voulais te demander, est-ce que, parce que tu as dit que c'était pas mal de commencer par des cours quand on se met au ski, est-ce que il y a des endroits où on peut prendre des cours pour le ski joring? Alors aujourd'hui, on a lancé ça aussi. On est en train on monte des petits stages justement pour le ski jury. Donc on aura notre premier stage ce week-end à la FECLA. Trop Donc bien. voilà, je vais faire un petit placement politique, mais je remercie la station parce qu'ils vont nous ont prévu de damer l'espace pour dire que eux sont dans une démarche quand même très très dog friendly quand même. Ils vont nous redamer les pistes multi-activités spécialement pour qu'on ait des bonnes conditions pour le stage. Donc c'est quand même exceptionnel. Et voilà. Et l'idée, c'est, moi, je suis moniteur de ski, donc je vais encadrer vraiment la partie ski avec une autre monitrice. Donc voilà, gérer l'aspect humain d'abord, et ensuite on voit, et c'est un partage d'expérience. Donc l'idée, c'est de faire venir six ski jureurs assez expérimentés, qui ont déjà fait de la compétition, qui ont des chiens qui tractent bien, avec 6 autres personnes qui ont des chiens qui connaissent la traction autant en canicross, etc., mais qui sont pas du tout experts et qui découvrent le ski juring pour qu'il y ait un partage d'expérience et que voilà, ça mette en avant un peu la découverte. Et le plus gros challenge, en fait, dans ce stage, bon, c'est juste que tout le monde s'éclate et reparte avec un maximum de connaissances et du plaisir. Mais c'est qu'actuellement, il y a un seul diplôme. Enfin, il y avait un seul diplôme qui officiellement permettait d'encadrer du ski joring et d'être rémunéré, donc de devenir moniteur de ski joring, par exemple, qui est je crois que c'est DEGEPS attelage canin ou BPGEPS attelage canin, je sais plus exactement, qui est un diplôme surtout pour les mushers, avec une toute petite partie ski joring. Et en fait, on est en train de s'apercevoir que légalement, en étant éducateur canin et en ayant un diplôme d'état de skieur, en fait, on peut encadrer officiellement du ski jury. Du coup, ce qui veut dire, si on professionnalise des gens pour donner des cours de ski jury, ben, ça va aussi permettre de booster l'activité. Il y a des gens qui vont faire la promotion et voilà. C'est un cercle vertueux. Et augmenter la demande, forcément. Et il y a déjà une demande de flux. Quand on a annoncé sur nos réseaux sociaux, on va faire un stage ski jury, en fait, on s'est fait envahir, c'est dans le bon sens du terme. On a reçu énormément de demandes sur des dates et tout de suite des gens, ah, je suis pas là, mais s'il y a une autre date, vous nous dites, machin. Et en fait, il y a beaucoup de demandes parce que je pense que il y a plein de gens qui ont envie de découvrir ça. Et du coup, je reviens, les stations, ça, faut l'écouter, hein, c'est important. Vous avez une clientèle, vous pouvez créer une piste spécifique avec un forfait spécifique. Je pense que les gens sont prêts à payer un petit supplément parce qu'ils ont leur chien. Mais voilà, ça pourrait permettre de développer des nouvelles choses. Mais trop bien. Faut vraiment que je me mette au ski. Ouais, au ski de fond, important. Ouais, mais du coup, je savais pas, tu vois, qu'il y avait un apprentissage différent entre les deux. Je me demandais, quand on fait du ski avec son chien, est-ce que il y a, enfin, tu vois, tu disais qu'il y avait certains chiens qui pouvaient avoir les pattes sensibles, pourquoi pas leur donner, leur prendre des chaussettes. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire pour prendre soin de son chien quand on part à la neige avec lui? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu une idée très 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 conçue, un peu de je vais à la neige avec mon chien, faut absolument que je mette des choses en place parce que ça va être trop dur pour lui, alors qu'au final pas forcément. Enfin, je pense que c'est typique, enfin c'est spécifique à chaque chien. Ouais. Moi, j'ai tendance à dire, faut peut-être faire plus attention quand vous allez sur un parking ou en ville ou sur un parking de supermarché en été avec votre chien que finalement sur la neige, parce que le goudron qui est chauffé à blanc avec le soleil, c'est c'est autrement plus dangereux pour les coussinets. La plupart des chiens ont des coussinets qui sont quand même très 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 résistants et finalement
On va éviter de faire marcher son chien sur les routes salées, etc. Ou alors va falloir rincer un petit peu parce que forcément le sel, ça peut créer des petites irritations, etc. Faut checker les gerçures. On peut mettre des baumes renforçants. On peut mettre plein de choses. On peut acheter des bottines ultra rigides, etc. Mais faut se mettre dans la tête que quand même un chien, c'est à la base c'est fait pour marcher partout, pour s'adapter. Ça a des pattes, voilà, avec l'extension. C'est pas comme nous. Faut pas s'imaginer marcher pieds nus dans la neige, quoi. La plupart des chiens, bah, ça va plutôt bien se passer. Après, il y a certaines races, bah voilà, vous avez un Whippet ou quoi. Globalement, vous le mettez, il fait -4, vous allez le voir. Bon, déjà, il tremble de base, mais là, il va vraiment trembler parce qu'il a froid. Et oui, du coup, on peut mettre une veste, on peut mettre un manteau, faire attention de checker les pattes, je disais, qui s'habitue progressivement. Vous emmenez pas un chien, aller faire cavaler pendant des heures et des heures dans la neige, dans de la neige abrasive, par exemple, s'il l'a jamais fait. Donc, si un chien est amené progressivement à la neige, nous, par exemple, on a des bottines, des chaussettes. Les chaussettes, faut savoir que c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est comme pour vous, quoi. C'est une chaussette un peu rigide qui est attachée à la patte et qui leur permettent vraiment d'avoir les pattes complètement dépliées et avoir un vrai appui plutôt qu'une bottine un peu rigide des fois qui est très limitante pour le chien et pas forcément agréable. L'aspect chaussette bottine c'est une chose et puis j'allais dire nous nos chiens par exemple on vit à la montagne. On a énormément de matériel pour eux, les chaussettes, les baumes, voilà, de quoi réparer les baumes cicatrisants, etc. Et les baumes renforçants. Et en fait, on n'utilise quasiment jamais rien, vraiment, parce que en fait, les pattes elles se font au début d'hiver. On check, il n'y a pas de gerçure, ben tout va bien. Et puis en fait, ils font l'hiver comme ça et il n'y a pas de problème, quoi. Ils s'adaptent super vite et ils ont pas froid aux pattes. Après, voilà, c'est sûr que si on a un -20, là, on va faire gaffe. On va peut-être automatiquement mettre des bottines. Quand on va faire de la compétition aussi, mettre une veste au chien, c'est un peu comme pour nous, éviter qu'il dépense de l'énergie à se réchauffer. Si on augmente les rations, forcément. Après nous, on n'est pas des bons exemples. On a des chiens qui ils ont nourriture à volonté. Ils ont aucune limite dans la nourriture. On choisit juste les horaires auxquels on donne pour pas que voilà ils mangent avant d'aller faire un effort. Ça c'est hyper important. Avant ou après. Ouais, ça après les mêmes recommandations que pour faire du canicross, pour faire n'importe quelle activité. Votre chien, 1 heure avant, on enlève, faut pas qu'il mange, même plus longtemps si possible. Un chien tient beaucoup mieux le ventre vide que nous, ça c'est certain. Et pareil, on laisse du temps après pour avant de lui donner à manger, même à boire, on attend un petit peu, pas qu'il soit encore en train de complètement essoufflé. Donc voilà, des extra, ouais, c'est ça, donner un peu plus de calories, une veste éventuellement, des bottines éventuellement, enfin des chaussettes éventuellement. Après certains chiens, ils ont certains chiens à poil long ont vraiment des boulettes de neige, de glace qui se forment derrière les pattes, etc. Faut savoir qu'il y a des tenues qui sont adaptées pour la neige. Il y a certaines marques qui font des tenues comme ça, qui sont comme nous, un collant de ski, quoi, assez fin, mais pour chiens, et ça leur empêche d'avoir tout ça. Ça marche assez bien. Je vais pas citer de marque, mais voilà, j'en ai une spécialement en tête, bien visible, orange et noir. Tu peux citer, hein, si t'as envie, y a pas de problème. Ok, bah voilà. Bon, je sais que Non-Stop Dogwear en fait une, certainement que d'autres marques en font aussi. Et ouais, il y a, Ouais, voilà, puis il y a poils longs plein de aussi, choses apparemment, et à c'est la pas fois il mal y a rien. conseillé de couper les poils sous les coussinets pour éviter justement ce genre de glaçons au niveau des pattes. Ouais. Ben, ce qui est étonnant, nous, ils font des poils forcément l'hiver. De plus en plus, ils les développent, mais on n'a jamais eu, enfin, je les ai jamais vus avec un glaçon entre les pattes. Alors, je sais pas si c'est, enfin, ce qui se passe particulièrement. Après, c'est sûr que oui, s'ils commencent à voir ça, ou alors, faut savoir que toutes les neiges sont pas collantes. Toutes les neiges vont pas adhérer aux pattes. Donc, au pire des cas, vous mettez des chaussettes et comme ça. Après, vous pouvez les enlever si besoin, vous faites un test, et si vraiment c'est la cata, je pense, en dernier recours, moi j'aurais tendance à dire, c'est mon avis personnel encore une fois, mais en dernier recours, je vais toucher au poil de mon chien, parce que je pars du principe que les chiens, ils ont une très très bonne adaptation, Ouais, puis et si les poils sont là, globalement, il y a peut-être une faut raison laisser aussi. faire. Ouais, ouais, ouais. Bah ouais, je pense que c'est à peu près tout. Hein. Faut pas, posez-vous pas 10 000 questions. Hein. Votre chien, il va adorer. Il y a de très grandes chances qu'il adore la neige et que ça se passe juste très bien, quoi. Est-ce qu'il y a un endroit où tu rêverais d'aller pour skier avec tes chiens? C'est un endroit où j'ai déjà été, mais j'y retournerai
dès que je peux. En Norvège à nouveau, un endroit qui s'appelle Afiel, qui est sommet de montagne. C'est vraiment des hauts plateaux. Il faut savoir qu'en Norvège, on peut partir d'Oslo et monter. Alors si on fait de la voiture, peut-être 3 à 4 heures au nord en voiture. Ça, vous pouvez le faire en ski de fond en passant par des montagnes. Et dans ces montagnes, il y a Afiel, justement, où avant il y a Souchen. Et en fait, c'est du coup, vous êtes sur c'est des grandes collines, mais c'est perché sur des plateaux. C'est des grandes collines avec des lacs gelés, etc. Et faut savoir que la luminosité est beaucoup plus basse. Ce qui a un gros avantage, c'est qu'il y a des moments dans l'année où vous avez un lever de soleil qui dure des plombes et un coucher de soleil qui dure des plombes aussi. Et Ça doit être ouais, magique. c'est vraiment magique. En vrai, c'est dingue. Et nous, on y a été, mais un peu plus tard dans l'année. Mais je sais que j'étais beaucoup en Norvège, forcément pour le ski, la compétition. Mais si je peux y aller dans ces périodes-là avec les chiens, c'est pas trop bien. J'adore. C'est tout ce que je En tout te cas, souhaite je alors. pense que j'irai. C'est gentil, merci beaucoup. Je le souhaite à tout le monde en vrai. Tous ceux qui aiment le ski, les chiens et les chiens qui aiment la neige, allez-y, c'est juste incroyable. Trop bien. Je pense que j'ai fait le tour de mes questions pour cet épisode. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'aurait pas parlé aujourd'hui que tu aurais aimé partager quand même aux personnes qui nous écoutent? Ouais, peut-être des retours d'expérience par rapport au sport, parce que voilà, on a eu, comme je disais, on a pris des chiens, on n'avait pas forcément de chiens avant, pas forcément d'expérience là-dedans, et on part souvent du principe, parce qu'il y a je sais pas qui a dit un jour, c'est 5 minutes de sortie par mois d'âge avec votre chien et avec votre chiot. Et en fait, je voulais revenir sur tout le process qui permet d'arriver à un chiot, à un chien qui va faire du sport quotidiennement, qui va tracter et qui va être en bonne santé. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'a priori, et les gens vont sortir leur chiot et faire très attention. Ah, on m'a dit c'est 5 minutes, mon chiot a 2 mois, du coup c'est 10 minutes de sortie par jour. Vous avez un border collie, vous avez un chien, un berger, vous avez un malinois, etc. Ça va pas suffire. Faut vous mettre dans sa tête que votre chien, si vous le voyez dans votre maison, aller choper des objets, aller bouger de partout, tourner en rond, etc., c'est qu'il a besoin de se dépenser. Donc sortez-le et faites-le se balader, et au moins il pourra se calmer, sentir des choses, poser, et il va revenir, il sera fatigué, il va dormir. On dit un bon chien, c'est un chien qui dort. Alors, faut pas non plus que votre chien il soit se mater tout le temps et le crever avec de l'effort tout le temps. Mais en fait, il a besoin de se dépenser, et il a ses limites. Et la plupart du temps, je pense, sauf vraiment cas exceptionnel, votre chien, vous allez le voir quand il est fatigué. Quand il est chaud, vous le portez, vous le ramenez. Mais du coup, ouais, voilà, baladez-vous, prenez le temps, sortez. Pareil, si votre chien, vous voulez un chien qui tracte, l'habituer au harnais assez vite, l'habituer à avoir à traîner un bout de bois ou j'en sais rien, mais en fait courir avec un petit poids derrière pour qu'il sente ce que c'est que la traction et tout, et lui montrer que c'est quelque chose de fun, vous pouvez le faire. Mais voilà, et puis c'est pas de l'entraînement, c'est juste c'est de l'acclimatation. Vous le préparez gentiment, et en fait vous y allez vraiment petit à petit. Et il faut toujours être à l'écoute de son chien, toujours regarder votre chien boit, la manière dont il respire, son poids, la manière dont, voilà, un chien en bonne santé, normalement, on voit un peu les côtes. On n'est pas censé, bon, à part les chiens à poil long, mais voilà, on n'est pas censé avoir une couche de graisse qui recouvre le tout. Donc à un moment, votre chien, c'est qu'il potentiellement bouge pas assez. Et en fait, j'aurais tendance à dire faites-en un petit peu plus que ce qu'on va vous recommander, parce qu'en fait personne dans le milieu du vétérinaire, etc., va vous dire que vous avez le droit de faire plus, parce que personne veut prendre de risques. Et en fait potentiellement vous allez voir, si vous avez un chien qui a de l'activité quand vous êtes à l'intérieur, qui vous écoute pas, qui en fait amenez-le, bougez-vous, et bougez-le, et ça fera du bien à tout le monde. Je pense que c'est vraiment ça, moi, le truc. Et après, par rapport aux limites d'un chien aussi, Mais juste, je voulais parce rebondir que sur ce que tu viens de dire par ouais. rapport aux dépenses d'un chien. Effectivement, tu as le truc des 10 minutes, etc. Est-ce qu'il faut le suivre ou pas? Je sais pas, mais promener son chien, notamment quand il est petit, c'est pas forcément marcher pleine balle pendant les 10 minutes où tu t'es dit, il faut que je le Ah sorte oui, 10 oui. minutes. C'est un temps aussi, il va renifler, découvrir des nouvelles odeurs, rencontrer des congénères, etc. Et ça le fatigue aussi beaucoup, et il en a besoin également. Donc, le temps, je sais pas si c'est le bon indicateur à regarder pour savoir si tu as dépensé suffisamment ton chien ou pas, quoi. Ouais, moi je pense que c'est pas du tout, je sais pas, mais très vite, moi, alors ça c'est une expérience personnelle, mais très vite on s'est rendu compte que nos chiens, quand ils étaient jeunes, en fait naturellement, il y a un moment,
déjà ils perdent de l'intérêt pour les choses, et puis ou sinon ils prennent le chemin du retour. Qu'en fait, si on laisse un peu, on est dans des endroits un peu cool à la campagne, un chien enfin nous, ils la laissent, ils connaissent, hein, mais ils la connaissent, mais en fait on sort jamais en laisse. On a un husky qu'on promène sans laisse, qui est quelque chose qui est assez rare malheureusement. Mais voilà, on les a beaucoup habitués à ça, et en fait, on les a beaucoup écoutés, et au pire, on les portait sur le retour, et voilà, on a fait des belles balades, des belles trucs, et comme ça nous permettait de vivre déjà, et eux, ça leur a permis de découvrir, comme tu dis, des congénères, des odeurs, des choses. Et j'allais dire sur les limites d'un chien, parce que après, on est sur les réseaux sociaux comme tout le monde, on fait un peu des vidéos, etc. Et des fois, on a des gens qui sont là en mode mais il faut pas faire, mais jamais de la vie, etc. Et je vais faire un petit peu de transposition humaine. C'est toujours pareil, quand votre chien, vous l'avez amené progressivement, vous avez amené progressivement quelque chose, en fait son corps s'adapte. Même notre corps, le corps humain est capable de s'adapter de folie, mais le chien c'est exponentiel par rapport à nous. Et du coup, voilà, si vous faites du sport et que votre chien vous suit, potentiellement, vous serez fatigué. Enfin, sauf si vous êtes en VTT électrique, évidemment, mais globalement, vous serez fatigué avant votre chien, quoi, s'il a été habitué progressivement et tout. Donc, voilà, ces limites, vous allez apprendre à les connaître avec le temps. Faites-vous confiance et écoutez pas forcément tout le temps ce que les gens ont à dire derrière, à moins qu'ils aient une très grande expérience avec les chiens et le sport. Et je pense que là, ils pourront vous apporter quelque chose. Trop bien, C'est à 100% peu d'accord. près. Je suis complètement d'accord avec toi. Merci. Et ça se transpose aussi pas mal à l'humain, comme tu disais. Il y a plein de gens qui font des trucs extraordinaires, et les gens qui sont pas habitués à voir ce genre de choses et qui sont, enfin, pour qui c'est vraiment en dehors de, trop loin de ce qu'ils sont capables de faire, tout de suite ils vont dire que c'est n'importe quoi, que c'est pas forcément intelligent, etc. Mais en fait, c'est juste que le niveau d'expérience entre les deux personnes est vraiment trop éloigné à ce moment-là, quoi. Ouais, exactement. C'est une question de référentiel, et voilà, faut comprendre. Et pour les chiens, c'est pareil. Le référentiel d'un chien sera pas le même sur des chiens adultes. Forcément, on peut avoir deux chiens de exactement la même race, et puis en fait, c'est deux êtres totalement à part qui ont vécu des expériences totalement à part, et du coup, on va pas faire la même chose avec les deux. Donc, si vous voyez une vidéo de, par exemple, de nous à bloc certainement avec les chiens, des fois, faut pas faire la même chose si le vôtre est pas entraîné, et à l'inverse, ça veut pas dire que c'est infaisable, et faut juste y aller progressivement, de la patience et du plaisir. Génial. Mais merci beaucoup Baptiste pour ton retour. C'était super intéressant de discuter avec toi. S'il y a des personnes qui ont envie d'en savoir plus sur ta pratique, qui aimeraient faire un stage, pourquoi pas, de ski joring, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Instagram au plus simple, les réseaux sociaux comme ça, c'est simple. Du coup, le tag, ça doit être BATGROS, BAPT-GROS. Et je réponds pas toujours très vite. Si jamais, vous inquiétez pas, je mets un peu de temps des fois. Ça marche. Merci beaucoup, puis je te dis à très bientôt. Merci à toi, à bientôt. Ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, T-W-I-P, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant, elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi, que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous, on se retrouve sur l'Instagram de Twip pour faire connaissance, et je vous dis à très bientôt.